Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h et dorénavant en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, on va faire une petite devinette pour commencer. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments et on va essayer de trouver le point commun. Une guerre au Mali, le Kazakhstan, le stade de foot de Guignon, des sentiers bucoliques en Bretagne, des otages au Niger, les terres des Inuits, les eaux calmes des étangs et des lacs du Limousin où il ne fait pourtant pas bon se baigner, des aborigènes qui gagnent certaines victoires, des ruisseaux et des maisons radioactifs au Gabon, Monsieur Hollande, le colonialisme, le cancer du poumon, Areva. Eh bien, tous ces éléments ont un point commun et c'est le thème de notre émission aujourd'hui, le minerai d'uranium. Pour en parler avec nous, Roland Desbordes, président de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, association créée au lendemain du début de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Est-ce que Roland est avec nous ? Oui, bonjour Roland. Bonjour. On a eu quelques petits problèmes techniques. Voilà, en fait, ma box s'était arrêtée, et je l'ai relancée, et donc ça devrait à nouveau être bon d'ici une minute, mais on peut faire sur le portable si tu veux en attendant. Bah écoute, moi je t'entends très bien. Bon, alors on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Bon, j'ai fait un petit inventaire à l'après-vert que tu as raté avec tous les points par rapport au minerai d'uranium, donc qui est le sujet d'aujourd'hui. Oui. Alors comme ça, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer brièvement les méthodes d'extraction de ce minerai et puis s'il y a des transformations qui sont nécessaires pour qu'il devienne du combustible entre guillemets, parce que j'aime pas du tout ce mot-là, mais utilisé dans les réacteurs nucléaires. Alors, effectivement, le nucléaire, ça commence toujours à la mine d'uranium, puisque l'uranium, il y en a dans la nature, mais il est en quantité extrêmement faible. Il n'y a jamais de grosses concentrations, donc on est obligé de manipuler de grandes quantités de minerais pour pouvoir extraire des kilos d'uranium. On trouve de l'uranium un peu partout, mais en quantité assez variable. C'est vrai que c'est plutôt dans les régions granitiques qu'on trouve cet uranium. Alors en France, on a de l'uranium, c'est vrai, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'uranium, c'était un slogan des années 60, ça. On avait des idées surtout, je crois. On avait aussi des idées, voilà. Et donc, quand on veut extraire cet uranium, on va aller le chercher dans le sol avec des mines d'uranium qui sont soit à ciel ouvert quand le filon il est pas trop loin de la surface, soit en galerie quand le filon est plutôt en profondeur. Et après-guerre, on a fait de grandes campagnes de prospection d'uranium sur toute la France, ce qui fait qu'on a une cartographie assez précise des zones où il y a de l'uranium. Il y a en gros 200 sites sur lesquels on a extrait de l'uranium, qui représente une vingtaine de zones différentes. Ça tourne évidemment autour du Massif central et de la Bretagne. Voilà, en gros, les deux grandes zones où il y a eu de l'exploitation d'uranium. Alors, est-ce que ce minerai, on peut l'utiliser brut comme ça, ou il faut qu'il subisse des transformations chimiques? Comment ça se passe? C'est un très très long chemin pour aller du minerai lui-même dans le sol jusqu'à la centrale nucléaire. C'est un très long chemin et avec beaucoup de transformations et beaucoup de dépenses d'énergie d'ailleurs. Et souvent qu'on passe sous silence. Beaucoup de pollution.
évidemment, puisque on va travailler des grandes quantités de matière pour en extraire des petites quantités à la sortie. La première chose, c'est que pour avoir accès au filon d'uranium, généralement, on est obligé de creuser et d'extraire ce qu'on a appelé à l'époque des stériles d'uranium, c'est-à-dire des minéraux moins riches, les moins riches, et qui n'étaient pas intéressants justement à traiter parce que le traitement coûte cher, donc on ne peut traiter que les minerais les plus riches. Donc tout ce qui était autour du filon, on a appelé ça des stériles. Et évidemment qui n'était pas stérile d'uranium, ça n'existe pas. Un matériau qui serait totalement stérile d'uranium, ça n'existe pas. Mais du coup, on en a fait un peu n'importe quoi à l'époque parce que c'était stérile d'uranium, donc on en a fait des cours d'école, on en a fait des chemins, on en a fait plein de choses, même des habitations de ces stériles d'uranium. Les gens venaient se servir. Areva, à l'époque ça s'appelait Kojima, disait mais vous voyez bien, il n'y a pas d'uranium dedans, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. On s'est aperçu que en réalité c'était pas vrai, que il y avait bien des minéraux qui pouvaient être relativement banals, mais à mesure qu'on s'approche du filon, la concentration en uranium augmente et évidemment, donc du coup, la radioactivité augmente. Et aujourd'hui, on essaye de retrouver la mémoire de ces stériles d'uranium. Et c'est une opération difficile parce que on a tellement banalisé ces déchets à l'époque qu'on en a oublié complètement ce qu'on avait pu en faire. Il y en a à peu près entre 200 et 300 millions de tonnes. C'est pas rien, tous ces stériles d'uranium. 200 à 300. Alors, ils sont dans la nature, n'importe où, mais vraiment n'importe où. Tu veux dire dans le monde ou en France ou... Alors, nous, je parle de la France. Oui, je ne parle que de la France pour l'instant. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Après, on verra ailleurs. Après, on parlera du reste, oui. Pour le moment, restons en France, d'accord. Oui, on reste qu'en France. Et donc, ces stériles d'uranium, aujourd'hui, ils sont reconnus grâce à l'action des associations qui se sont bagarrées sur le terrain de la CIRAD, et ils sont reconnus comme étant pas tout à fait banals. Donc il serait bon d'en retrouver la mémoire. Et donc il y a une campagne actuellement en cours depuis déjà quelques mois de cartographie pour retrouver la mémoire de ces stériles. Alors évidemment, c'est pas simple. Parce qu'il y en a des grandes quantités, c'est en centaines de millions de tonnes qu'on raisonne là. Et qu'on les a éparpillés un peu partout. Donc il y a eu des campagnes dans la plupart des zones où il y a eu des mines d'uranium. Il y a eu des campagnes héliportées. C'est-à-dire qu'on a fait voyager des hélicoptères en basse altitude pour essayer de retrouver l'endroit où on avait bien pu les mettre. Et ces campagnes ne sont pas terminées tout à fait. Et surtout, le problème, c'est que l'IRSN, l'Institut de radioprotection sûreté nucléaire qui a fait ces campagnes, ne veut pas publier les cartographies. Alors pourquoi, on peut se poser la question? Eh ben, c'est parce que ça dérange. Ça dérange énormément. Parce que vous avez des maires de communes qui découvrent aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, que leur commune a récupéré des stériles pour faire des chemins, pour faire des parkings, pour faire des tas de choses comme ça. Et évidemment, ça pose question parce que ils tombent des nues, quoi. Et donc, l'IRSN, pour l'instant, refuse de publier la cartographie de ces zones où on a pu disperser ces stériles. Alors les grandes zones en France, c'est tu le dis, enfin c'est le Limousin, hein, le centre. C'est le Limousin, c'est la Loire, l'Allier, le Cantal, la Corrèze. Pour le sud, c'est la région de l'Odève. Et pour la Bretagne, c'est la Bretagne Sud, ce qu'on appelle la région de Rosace, de Morbihan, etc., la Côte d'Opale, voilà, la Vendée. Voilà les zones, en gros, où on retrouve, où il y a eu des exploitations minières. Alors évidemment, on ne les a pas transportées à 500 km de ces zones-là. Il faut les rechercher dans les zones où il y a eu des exploitations d'uranium. Ça, c'est la première pollution. Mm-hmm. Voilà. Après, ce minerai, il a été traité dans une vingtaine d'installations nucléaires, traitées pour en extraire l'uranium. C'est ce qu'on a appelé donc l'extraction de l'uranium dans le minerai. C'était un traitement chimique. C'est un traitement chimique où on attaque le minerai avec des acides nitriques et sulfuriques. Et pour le rendre soluble, l'uranium,
sous forme de nitrate d'uranyle. C'est ce qu'on appelle le yellow cake en anglais. C'est un joli nom. C'est le gâteau jaune. Effectivement, il est jaune, un jaune magnifique. Ça ressemblerait à un cake, voilà, un gâteau, mais d'un jaune rutilant, magnifique. Sauf que c'est évidemment radioactif, c'est de l'uranium qui est presque pur. Il est à 90-95% sous forme d'uranium. Il y a encore quelques impuretés dedans. Et évidemment, restent sur place ce qu'on appelle les résidus d'extraction de l'uranium, autour de cette vingtaine de sites en France, qui eux représentent ces résidus environ 52 millions de tonnes officiellement, que l'on a mis n'importe où, autour de ces usines où on extrayait l'uranium, et on les a mis dans un trou, là où il y avait un trou, on les a mis partout, on a pu les stocker à l'époque. Et ces résidus sont évidemment très radioactifs. Pourquoi ? Parce que on est dans le minerai là, mais on a extrait que l'uranium. Or, il y a une vingtaine d'autres radioéléments que l'uranium présents dans le minerai. Et parmi ces autres radioéléments, il y en a un qui s'appelle le radon, qui est un gaz qui peut sortir, et il y en a quelques autres qui sont, comme le polonium, beaucoup plus toxiques que l'uranium. Et à partir du moment où on a fait le traitement chimique, eh bien, ces éléments radioactifs, autres que l'uranium, eh bien, sont rendus solubles. Ça veut dire que là où on les a mis dans un trou, que l'eau de pluie passe à travers, eh bien, la radioactivité présente dans ces résidus va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est ainsi que, par exemple, en Haute-Vienne, dans le Limousin, à plusieurs dizaines de kilomètres de ces sites, on peut retrouver de la radioactivité dans des étangs, dans des lacs qui servent à la plaisance, qui servent à la pêche, etc. Et c'est une radioactivité qui va se retrouver dans l'environnement, et parfois, je dis bien, des dizaines de kilomètres des sites. C'est une radioactivité importante, et je dis bien surtout des radioéléments beaucoup plus toxiques que l'uranium lui-même. Il a fallu beaucoup de bagarres là aussi, aux associations, à la CNERAT, pour faire reconnaître que ces résidus n'étaient pas du tout banals. Évidemment, plus dangereux que les stériles, et qu'ils devaient être considérés comme des déchets radioactifs. Avec des vies longues, parce qu'on est sur des durées de vie de plusieurs millions d'années, donc on est bien sur de la vie longue, et une radiotoxicité importante. Aujourd'hui, on reconnaît que ces résidus, oui, c'est des déchets radioactifs. Ils figurent dans certains inventaires, pas l'inventaire officiel de l'ANDRA, puisque l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ne gère pas ces déchets-là. C'est l'affaire d'Areva. Hein. Et par contre, on vous dit, oui, c'est bien des déchets. Si aujourd'hui on devait les traiter, on les mettrait pas là. Sous un parking comme à Guignon, ou dans un étang, ou dans un lac, on les mettrait pas là. On les traiterait comme des déchets radioactifs, et ça coûterait au minimum 1000 à 2000 euros la tonne. Alors vous faites le petit calcul, 52 millions de tonnes par 1000 à 2000 euros la tonne, ça vous fait des milliards d'euros que ça coûterait, ces déchets-là, à traiter. Mais comme on ne sait pas où les mettre, de toute façon il n'y a pas de site pour ces déchets-là, que ça coûterait trop cher, eh bien on va les laisser là. Voilà l'argument qui est donné par l'administration et l'exploitant Areva. Alors, en me baladant, moi, un peu là dans le Limousin, justement, tu parlais des étangs et des lacs, ça m'avait vraiment choqué, parce qu'en fait, il y a des gens qui se baignent là-dedans, il y a des gens qui pêchent. Oui. Les associations locales disent qu'il y a des recrudescences de cancers absolument invraisemblables dans cette région. Est-ce que, comme d'habitude, on nie le lien de cause à effet, ou entre l'occurrence des cancers, ou bien est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus ? Il n'y a aucune étude épidémiologique sur les populations dans ces zones-là. Il n'en existe pas. Il n'y en a pas une. Donc personne ne peut rien dire. Évidemment, ce qu'observent les gens, c'est pas rien du tout. Mais ça n'a aucune valeur scientifique. Les seules études épidémiologiques qui ont été faites autour des mines d'uranium, ça concerne les travailleurs des mines d'uranium. Et là, on reconnaît un impact sanitaire énorme.
ce sont les vraies victimes de nucléaire qui sont reconnues, elles. Comme le disent les rapports qui sont faits sur les travailleurs des mines d'uranium, ils ont payé un lourd tribut à la gloire de la France. Voilà les termes qui sont utilisés parce que c'était la gloire évidemment pour l'uranium militaire, mais aussi pour l'uranium civil, le cocorico bien connu français autour du nucléaire, l'indépendance, etc., etc. Et eux, les mineurs d'uranium, le savent très bien qu'ils ont payé un lourd tribut à leur travail et à la gloire de la France. Mais par contre, dans les populations, il n'y a aucune étude qui a été faite. Donc personne ne peut rien dire aujourd'hui. Bon, on peut juste leur conseiller d'arrêter de pêcher du poisson dans ces lacs et ces oui, étangs. Évidemment. Vraiment. Vraiment, tout à fait. Alors, bon, on va laisser la France et ses déchets radioactifs, et puis on va peut-être commencer à s'intéresser à la situation actuelle, là où aujourd'hui on va chercher notre uranium. Alors, juste quelques chiffres. J'ai des chiffres de 2010. Là, la production d'uranium dans le monde, c'était 55 000 tonnes par an. Il y a 10 pays qui produisent à eux seuls 96% de l'uranium. Les 3 principaux producteurs, le Kazakhstan, dont on ne peut pas vraiment dire que c'est une démocratie, le Canada et l'Australie, qui, eux, produisent environ 60% de l'uranium dans le monde. Alors, par contre, le Niger arrive derrière, je crois, derrière à peu près. Alors, où est-ce que la France, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien savoir, on nous ressasse ces histoires d'indépendance énergétique, on s'en gargarise, mais aujourd'hui, il faut quand même savoir que tout l'uranium utilisé dans les réacteurs français est importé. À 100%, oui. Alors, d'où il vient cet uranium ? Alors, pour nous, il vient à peu près un tiers du Niger, oui. Un bon tiers du Niger. Il vient un petit peu du Kazakhstan, il vient un petit peu du Canada. Mais on pourrait penser qu'au Canada, après tout, c'est un pays comme nous. Non, il vient de zones où les minorités sont extrêmement présentes. Ce sont les Indiens, c'est extrait dans des territoires préservés des Indiens. Au Niger, c'est dans la zone Touareg, on connaît bien l'histoire. En Australie, c'est dans la zone aborigène. Et là, justement, il y aura des marcheurs bientôt qui vont venir d'Australie pour parler de la situation là-bas, qui vont passer dans notre région, dans le sud-est, là, des problèmes liés à l'uranium extrait au cœur de l'Australie, dans la zone aborigène. Quand on regarde en Namibie, c'est dans des zones... De toute façon, quel que soit l'endroit où il est extrait, l'uranium, pratiquement, on constate que c'est... dans des zones évidemment où il y a peu d'habitants, mais c'est des zones habitées, c'est pas des déserts, et où il y a souvent des minorités ethniques, raciales, qui fait que c'est souvent lié à des conflits donc politiques, mais aussi avec un très fort impact environnemental, ce que on constate en France. De l'exploitation passée de l'uranium et qui n'est pas résolue aujourd'hui, et nous on a beaucoup de mal à faire reconnaître tout ça. Alors là-bas, au Niger, au Kazakhstan, dans les réserves indiennes du Canada, on s'en fiche complètement. Pourtant, Areva dit appliquer dans ces régions-là les standards, comme on dit, du développement de chez nous, du droit du travail pour les travailleurs, ce qui est évidemment totalement faux. Nous, on l'a constaté au Niger parce qu'on est allé plusieurs fois là-bas. Oui, alors justement, qu'est-ce que vous avez pu constater dans les conditions, les conditions d'exploitation, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, de ces mines, parce que Areva se vante d'assurer, comme tu l'as dit, là, le suivi médical pour les populations. J'ai même entendu un responsable dire, si on n'était pas là, il n'y aurait pas d'hôpitaux. Il se targue de mettre en place des programmes de gestion de l'eau pour les populations, alors qu'en même temps, ils polluent les puits. C'est du colonialisme là. C'est quoi les conditions là de...
Au Niger, nous, c'est là on connaît le mieux, mais on est allé aussi au Namibie, en Afrique, il y a beaucoup de projets d'exploitation d'uranium, et le Mali en fait partie aussi. Et la guerre au Mali a un petit parfum d'uranium, il faut bien le reconnaître aussi. Hein. Les conditions d'exploitation dans ces zones-là, c'est encore pire que chez nous, parce que chez nous, il y avait quand même quelques contraintes, je dirais, qui étaient imposées à l'exploitant. Là-bas, ils sont dans des pays où les contraintes environnementales elles ne sont pas du tout à la même hauteur que chez nous. En plus, on est dans des déserts. Or, pour extraire l'uranium, il y a des traitements qui nécessitent beaucoup d'eau. Et là-bas, il y a très peu d'eau. Areva a fait son calcul. Il y a de l'eau dans ces zones-là, juste pas pour faire d'agriculture, mais pour faire du pâturage, par exemple de l'élevage. De l'élevage, oui. De l'élevage. Donc juste de l'eau pour nourrir, pour faire boire des bêtes. Donc il y a de l'eau dans ces zones-là. Il y a des puits qui sont avec de l'eau qui évidemment est tombée il y a plusieurs milliers d'années, dans ce qu'on appelle de l'eau fossile, qui ne se renouvelle pas, et Areva en utilise une très très grande quantité pour extraire l'uranium du minerai. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc elle en consomme, et évidemment l'eau qui est consommée, elle est polluée, et elle est condamnée à être utilisée par les gens qui sont autour, donc ils utilisent de l'eau polluée, et en plus, la ressource ne se renouvelle pas. Donc ça veut dire que le niveau baisse, et il y a déjà plein de puits qui sont à sec, et Areva a calculé que quand ils auront terminé leur exploitation, c'est-à-dire d'ici 20 ans ou 30 ans, il n'y aura plus une goutte d'eau dans la nappe. Donc ce sera un désert total. Ça, c'est le côté eau. Le côté air, c'est-à-dire les poussières, parce qu'on est dans le désert, c'est pas tellement le ruissellement de l'eau de pluie dans les déchets qui pose problème comme chez nous, mais c'est le transport par l'air, par le vent, des poussières radioactives que l'on retrouve dans les rues d'Arlit au Niger, jusque dans les habitations. C'est les ferrailles contaminées qui sont utilisées, récupérées par les gens. C'est le radon qui remonte à la surface à travers les galeries qui servent à l'aération des mines. C'est le charbon qui est extrait parce qu'il y a besoin d'électricité pour tout ça. Et c'est fabriqué avec du charbon qui se trouve dans la zone, etc. Voilà les impacts environnementaux de l'uranium au Niger. Oui, ça c'est toujours l'histoire de la centrale à charbon pour alimenter en électricité de quoi extraire de l'uranium pour faire des centrales nucléaires. Enfin. Bon, alors, il y avait un film qui date de 2009 là, qui s'appelait Uranium, l'héritage empoisonné de Dominique Hennequin, qui décrivait très très bien les conditions sanitaires dramatiques des populations. C'était au Gabon. Qui ont travaillé dans les mines d'uranium et comment on laisse ces populations livrées à leur cancer. Alors au niveau international, donc on voit bien qu'il y a des enjeux, très. Il y a la Chine qui investit dans les minerais au Niger, le Japon, et puis comme dit l'Agence internationale à l'énergie atomique, il y a des stocks pour à peu près 270 ans d'exploitation de nucléaire. C'est sympa, 270 ans, ça promet. Oui, ces estimations, ça me fait beaucoup sourire parce que ça dépend de tellement de facteurs économiques, politiques, sociaux, environnementaux que ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout parce que, évidemment, exploiter de l'uranium comme on le faisait il y a 40 ans sans aucune contrainte environnementale, pourquoi pas, il y en a encore à exploiter. Par contre, si on exigeait que l'exploitation de l'uranium respecte des critères sociaux et environnementaux, ça le rendrait tellement cher que déjà ce serait plus viable. Voilà, donc ça ne veut rien dire, ces projections. C'est à quel rythme le nucléaire va se développer ou au contraire va s'arrêter. Il y a tellement d'impondérables derrière ces calculs que pour moi ça ne veut strictement rien dire.
ce genre de projection sur des durées très longues, ça n'a aucun sens. Tous les projectionnistes qui ont fait ça depuis 40 ans, 50 ans, se sont tous trompés, tous. Les scientifiques se trompent parfois, mais les économistes dans ce genre de domaine, alors là, c'est 100%. Oui, c'était juste... Je suis désolé. Pour le ridicule de la chose, quoi. 270 voilà. ans. Voilà. Alors, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu veux dire un petit mot peut-être du Mali ou des tensions un peu internationales liées à l'exploitation de l'uranium, à l'extraction de l'uranium? Oui, effectivement, il y a beaucoup de guerres qui ne disent pas leur nom, qui sont liées à des exploitations minières. Il n'y a pas que l'uranium, malheureusement, mais l'uranium en fait partie. Il y a des enjeux politiques importants là derrière. Oui, bien sûr. Alors, les Chinois sont très présents parce que le seul pays aujourd'hui où le nucléaire se développe, c'est la Chine. Et évidemment, ils cherchent à maîtriser l'ensemble de la filière, c'est-à-dire ça commence par la mine d'uranium. Donc, oui, les Chinois sont très présents et font, dans le petit monde, je dirais, des pays occidentaux qui avaient la main basse sur le secteur minier. Alors, en gros, c'était les Canadiens, les Australiens, les Français. Les Chinois commencent à jouer un rôle. Alors, d'un certain côté, ça crée de la surenchère, ça fait un peu monter le prix de l'uranium, tant mieux pour les pays producteurs. Mais d'un autre côté, on sait très bien que les Chinois, ce ne sont pas des champions des droits de l'homme d'un côté et de l'environnement non plus. Donc, je crois que les pays producteurs n'ont pas grand-chose à attendre de ce côté-là, de ces concurrences au niveau international. Bon, alors nous ici, on est pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire. Donc on est évidemment pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif de l'extraction du minerai d'uranium, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça se passe. Hein. Mais effectivement, ce qui se passe est proprement scandaleux et donc, il faut savoir que les 75% de l'électricité du nucléaire français, ça cause des désastres sociaux, économiques, environnementaux ailleurs. Ah oui, complètement, oui. Alors là, nous, ça fait 20 ans qu'on s'est plongé sur ce dossier-là, dont personne ne parlait, les mines d'uranium, et on a découvert une situation qui nous a vraiment ébahis. Autant, des fois, on s'excite, on interpelle les autorités pour des activités, de la radioactivité autour de quelques sites nucléaires français. Et on a raison de le faire, hein. Oui. Mais là, quand vous allez sur les mines d'uranium, alors là, votre compteur, il explose complètement. Et personne ne dit rien. Et voilà, c'est ça, c'est l'écart qu'il y a entre le traitement des déchets, ceux qui sont dans l'aval du cycle nucléaire que l'on traite, je dirais, pas très bien, mais qu'au moins on prend en compte, que l'on considère comme étant des déchets, et puis tous ces déchets qui sont dans l'amont du cycle, c'est-à-dire avant la centrale nucléaire, et il n'y a pas que, il y en a aussi en France, hein, puisque cet uranium qui arrive en France, il faut le purifier, il faut l'enrichir, il faut le traiter, etc. Donc il y a tout un tas d'opérations avant la centrale nucléaire, qui cette fois se fait encore en France, qui génèrent des quantités de déchets en centaines de milliers de tonnes, pour lesquels il n'y a pas de solution, et on n'en cherche pas, et on n'en parle pas. Et pour nous, c'est ça qui est choquant, c'est le traitement différent qui est fait des déchets radioactifs dans l'amont du cycle et dans l'aval. Alors évidemment, on va dire, mais comment c'est possible ? Parce que Areva, à Cogema avant, a obtenu de la part du gouvernement, des autorités françaises, de l'administration, des régimes de dérogation tout à fait scandaleux par rapport à ces déchets-là. Pour l'administration, ce ne sont pas des déchets, ce sont des résidus, ce sont des stériles, ce sont etc. Alors que quand on regarde la radioactivité et la toxicité de ces produits, on est dans des déchets moyenne activité vie longue, comparables au carbone 14 qu'on va retrouver en aval du cycle cette fois. Alors, comme on sait qu'il n'y a pas de solution pour les déchets
nucléaires, et voilà, on rajoute ceux de l'amont à ceux de l'aval et c'est insoluble. Bon, la demi-heure radioactive est finie. Ça a passé vite. Est-ce que tu aurais... alors, je sais qu'il y a un réseau d'associations là, qui s'est créé en France autour justement de la thématique des mines, des mines d'uranium. Il y a un site ou quelque chose qu'on peut aller voir ou... Alors, il y a un collectif qui s'est regroupé parce que les mines d'uranium, elles ont été exploitées dans des zones relativement campagne. Donc, il y a peu d'habitants, heureusement. Il n'y a pas eu de mine d'uranium en plein Paris ou en plein Marseille. Mais donc, il y a peu d'habitants et donc, ce sont des petites associations qui luttent sur le terrain, qui font un travail remarquable. Hein, il faut le souligner. C'est pas facile. Et donc, on s'est tous regroupés au sein d'un collectif Mine Uranium pour mettre en commun un peu nos armes pour lutter contre l'exploitant et l'État qui sont là. Et donc, on s'est regroupé au sein d'un collectif qui s'est créé il y a 1 an maintenant, collectif Mine d'Uranium, et on peut trouver les liens sur le collectif Mine d'Uranium à partir du site internet de la CIRAD pour aller consulter effectivement où sont les associations. Et ce collectif, évidemment, il est très très attendu aussi à l'international. C'est pour ça que déjà une association nigérienne nous a rejoints, mais il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Le Mali va nous rejoindre bientôt, parce que au Mali, ils ont évidemment ce problème-là aussi. Il n'y a pas eu d'exploitation pour l'instant au Mali, mais il y a des grands projets au Mali. Des grandes manœuvres. Des grandes manœuvres. Et la guerre au Mali n'est absolument pas étrangère à l'uranium, qui se trouve justement dans la zone où il y a le conflit. Comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Et alors, donc, c'est en train de s'ouvrir à l'international, ce collectif, et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses, mais c'est un combat de très très longue haleine, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais il est extrêmement important parce que là, on laisse un sacré héritage à nos enfants. Hein. Oui, c'est comme dans la lutte antinucléaire, c'est très long. C'est très long et très compliqué. Il n'y a pas que les déchets qui ont la vie longue. Oui. Je voulais aussi vous signaler une pétition parce que Areva est en train de prospecter sur des territoires des Inuits. Alors vous pouvez trouver ça sur les moteurs de recherche. Voilà, la demi-heure radioactive est terminée. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis 2 ans sur notre blog collectifantinucléaire13.wordpress.com et nous contacter sur notre mail si vous avez des réactions. Voilà, Roland, je te remercie beaucoup, puis bon courage. Merci à vous pour ces informations importantes. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.